Mon petit frère avait 1 an quand la vie nous a séparés. Je n'ai rien pu faire pour lui. J'avais 3 ans. Si j'avais été plus grande, je l'aurais sauvé. En qualité de chef de notre belle province de Québec, je viens vous consacrer notre province tout entière. Protégez en particulier votre peuple qui vous a toujours servi, qu'il n'oublie jamais ce peuple privilégié, que vous l'avez fait naître d'abord pour servir vos intérêts et qu'il n'a qu'une chance de survivre comme peuple, c'est de vivre en défenseur et en apôtre de l'Évangile du Christ. Le règne de la peur multiforme est terminé. Peur des préjugés, peur de l'opinion publique, des persécutions, de la réprobation générale. Peur d'être seul sans Dieu et la société qui isole très infailliblement. Peur de soi, de son frère, peur de l'ordre établi, de la ridicule justice. Peur bleue, peur rouge, peur blanche, maillon de notre chaîne. Place à la magie, place à l'amour. D'ici là, sans repos ni halte, en communauté de sentiments avec les assoiffés d'un mieux-être, sans crainte des longues échéances, dans l'encouragement ou la persécution, nous poursuivrons dans la joie notre sauvage besoin de libération. En 1948, mon père avait signé le Manifeste du refus global, rédigé par Paul-Émile Bordua, professeur à l'École du Meuble. Signé par 15 jeunes disciples, Refus global revendique la liberté d'être et de créer sans Dieu. Le manifeste avait fait l'effet d'une bombe dans le Québec de la Grande Noirceur. Quelques années après la parution du manifeste, mes parents sont partis, chacun de leur côté, en laissant leurs enfants derrière eux. Je n'ai retrouvé mon frère qu'à 20 ans pour le perdre à nouveau. Mon frère est schizophrène. Dans quel contexte avaient vécu mes parents pour en arriver à nous abandonner? L'esprit du refus global a-t-il pu avoir une influence sur leur choix de vie? Est-ce que les autres enfants des signataires ont eu un destin semblable au mien? 50 ans après Refus global, j'ai voulu comprendre. J'ai fait rechercher mon frère et je l'ai retrouvé il y a peu de temps. François vit dans une petite chambre d'un foyer protégé. Ce jour-là, comme il fait froid, nous nous réfugions au musée de la civilisation. Au moment où mon frère me confie ne pas savoir qui il est parce qu'il ne sait pas d'où il vient, le hasard nous fait cadeau du début de notre histoire. Étonnés, nous nous retrouvons dans le Québec de la Grande Noirceur. La photo de notre père est là, qui nous attend. Qu'est-ce qu'on lui dirait aujourd'hui à mon petit papa? À notre petit papa. Oui, qu'est-ce qu'on lui dirait bien? Je lui dirais qu'il a eu du courage. Que malgré les difficultés, il a su persister dans son travail, Ça a été des sacrifices de nous laisser, de laisser sa femme, de laisser... Ça a dû lui être dur, la vie a dû lui paraître dure, mais que quand même, nous autres, on est là aujourd'hui, puis même s'il s'en allait, il a déjà 71 ans, si jamais il mourait, bien, on saurait toujours le rejoindre à travers ses œuvres, qu'il n'a pas à s'en faire, qu'il n'est pas tout seul. T'es pas mal plus sage que moi. Alors, on met ici une société qui aurait été absolument extraordinaire au Moyen-Âge, mais qui, en 1950, en Amérique du Nord, était complètement dépassée, vouée à l'extinction. Refus global, il y a 400 exemplaires qui sont tirés. C'est mis en distribution chez Henri Tranquille,
qui est la librairie où on peut avoir les livres défendus. Mais on craint quand même une intervention, possiblement, des autorités. Il y a la loi du cadenas et nos propos sont extrêmement subversifs. Il y a des risques là. Il y a des risques pour Tranquille aussi. Alors, Maurice Perron lui donne un bon nombre d'exemplaires, mais il va aussi en placer dans d'autres librairies en se disant, ben, s'ils ferment, s'ils mettent le cadenas, il va falloir qu'ils mettent le cadenas sur quelques librairies. Et plus il y aura de librairies cadenassées, ben, plus il y a un risque que l'opinion publique se révolte. Dans le fond, il a pu peut-être être chanceux de pouvoir écrire ça. De pouvoir signer ça, puis de pouvoir aller à la soupe. Pourquoi, toi, tu le trouves chanceux? Ben, désormais, on dit désormais, leur quête de bonheur se confondra avec la recherche de la liberté. Nous, on n'a même pas la liberté de rechercher la liberté. Moi, ça a été un véhicule désastreux, désastre sur désastre. Tu penses à quoi? Ben, je pense à la maison où j'ai vécu en Abitibi, puis mes études, mes amis, les parents. Adoptif, tu Oui. dis. Puis si tu avais imaginé un monde meilleur, tu l'aurais imaginé comment? Je l'aurais imaginé avec ma famille, moi, avec mon père, ma mère, avec ma petite sœur. Je me demande comment est-ce qu'on aurait vécu ensemble. Hein? Ça aurait été drôle. On aurait joué. Mais... On serait chicanés comme tous les frères, tous les sœurs. Je t'aurais volé tes jouets, puis t'aurais volé les miens. Mais oui. On aurait été heureux, ça nous fait rire, et seulement d'y penser. Il me semble qu'on aurait été plus heureux. Hein? C'est vrai. Pour moi, tu restes toujours mon petit frère. Ben oui, aussi. Aussi pour moi, t'es ma sœur, t'es ma grande sœur. Pour mon frère, pour moi, je reconstitue un casse-tête. J'effectue un travail d'archéologue, de démineuse. Refus Global voulait libérer l'homme de ses chaînes et l'amener à réaliser la plénitude de ses dons. Il ouvrait la porte à la modernité. Avec l'audace des pionniers, des pionnières, les signataires allaient refaire le monde. J'ai été accueillie chez eux comme si je faisais partie de la famille. Le texte même de Refus Global que je trouve magnifique encore aujourd'hui, je dois, moi, me réaliser, c'est sûr. Et chacun d'entre nous, on doit se réaliser. On doit... il y a une phrase qui vient de l'Évangile, en fait, c'est étrange, mais c'est pas étrange. Ça dit que si on a un denier, on doit en rapporter 100. Et puis, dans ma tête, si on a le moindrement un talent pour quelque chose, il faut pousser au bout de soi-même. Et ces êtres-là, ou ces gens, Pierre, Gauvreau, Marcel et tout le monde, ils se sont... Pour se réaliser, ils avaient peut-être d'autres façons de... Mais ce n'est pas... Je pense que c'est leur nature qui jouait dans tout ça. Et puis je... qu'on a été un entrave, nous, un peu, les enfants, à... Pas du tout. Non. Pas du tout. Je vais vous dire, c'est que, voyez-vous, je vous ai parlé du décor au théâtre en vous disant, j'aurais aimé, mais ça ne m'a pas empêché de faire tout ce que j'ai voulu. Puis si moi, j'avais eu un talent de peintre, il n'y a rien au monde qui m'aurait empêché. Mais je dois vous avouer que je l'aurais fait en prenant mes 2 enfants par la main. Ça, c'est moi. C'est qu'on était de mentalité, de liberté, on était en avant de notre époque, en fait. Hein? Bon. Et alors, à ce moment-là, c'est qu'il fallait le payer cher. Alors, moi, c'est comme ça que j'ai sacré mon camp, hein, comme on dit. Hein. Vivre ici avec des problèmes de censure sur un certain plan. Bon, d'une, en plus de ça, pauvre, moi je dis pauvre pour pauvre, vaut mieux être pauvre en France. Hein. Là, il vous arrive quelque chose de plus difficile, je pense, par exemple. Je pense que votre mari réclame la garde des enfants. Alors moi, je m'oppose terriblement parce que les enfants ne connaissent pas leur père. Thibab avait 2 ans et demi. Hein. Je t'assure que c'était très vague dans sa petite tête. Et alors, donc c'est comme ça. Alors, je fais un procès, je le perds, et puis il récupère les enfants. Et vous avez quand même été séparés d'eux un bon moment, je pense. Hein? Oui, quelques années, oui. Ça n'a pas été évident pour vous, ça?
Oh non, non, ben non, j'étais malade. Hein. J'étais malade d'angoisse. Et, mais comme j'ai une tête de cochon, comme on dit, je me suis dit, mes petits cocos, la partie ne fait que commencer. Oui. Est-ce que vous avez ce sentiment-là, vous, que vous avez été obligé un peu de violenter votre famille pour vous réaliser? Moi j'ai marché, ça passe ou ça casse. Aussi brutal que ça. Parce qu'il y a un fond de comment je dirais ça, donc, et le fait d'avoir été hospitalisé très jeune, hein, et tu comprends, là, c'est sans merci, tu comprends, tu vis ou tu crèves. Et alors, comme j'avais décidé de vivre, et que même les coups durs, les coups les plus durs, j'allais passer à travers, c'est aussi encore ce fond d'optimisme incroyable qui peut être de la bêtise dans un sens. Mais alors, c'est ça toujours cette espèce de rêve que j'ai toujours réalisé. Non, je suis pour la liberté, avec les séquelles que ça peut avoir quelquefois. Mais si tu as un enfant faible, tu l'épaules, tu lui donnes un petit coup de pouce au bon moment. Hein? Est-ce que vous ne pensez pas que la philosophie refus global, ou en fait ce qui l'entourait, qui est beaucoup sur le thème de la rupture, sur le thème de la rupture puis de l'ouverture aux amours nouvelles, a eu une influence là-dessus, sur les ruptures multipliées des couples? Oui, c'est fort possible. C'est fort possible parce que quand même, ça s'appelle refus global, mais en fait, c'est place à. Hein? Place à ceci, place au rêve, place à la création, place partout, place partout. Alors, tu sais que quand tu es jeune, tu dis, la prends, la place d'accord, je la prends. Ouais. J'ai rendez-vous avec Renée Bordua, la fille du maître. Je ne l'ai jamais rencontrée avant, mais nos histoires sont liées et l'émotion que j'éprouve s'apparente à celle de retrouvailles après la tempête. J'ai l'impression que souvent, les parents se sont libérés beaucoup. En s'éloignant, Oui. en laissant tomber les attaches sentimentales ou affectives. Oui, c'est comme un point commun. Ouais. Mais si t'en parles aux signataires, on dirait qu'ils sont pas conscients de ça. Ou ils veulent peut-être pas. Peut-être. Parce qu'on a l'impression que les enfants, on faisait partie des choses inutiles. En tout cas, des entraves. Mais ils avaient une notion, parce que tu vois, comme Paul-Émile avait l'impression que c'était les enfants qui savaient tout. Tu sais, l'histoire de Jean-Jacques Rousseau, les enfants naissent, puis c'est la société qui est détruite. Alors, il y avait cette vision-là. Donc, il n'y avait pas besoin de parents. Plus il y avait d'écoles, puis de parents, puis d'affaires pour les... Finalement, on était mieux tout seul. Tu sais, les enfants s'agrandissent en s'identifiant à leurs parents. Ça, ils nous refusaient ça totalement. Parce qu'il fallait être soi-même tout le temps. Sauf que c'est nier l'évolution de l'enfant, d'après moi. Oui. Puis ça a été trop dur pour les enfants, je trouve. Pour moi, en tout cas. C'était trop nous demander. C'était quelle sorte de père? Ben, tu vois, c'était un père qui était à la maison tout le temps. Alors ça, c'est déjà très spécial. C'est très agréable. C'est bien de l'avoir là tout le temps. Mais à la fois, il est là, puis à la fois, il est... Par période, il est dans sa peinture. Il parle beaucoup dans le manifeste de libération, de réalisation. Oui, ben c'est ça. C'était un désir. Il faisait une espèce de constatation de ce qu'il vivait. Puis là, il sentait son malaise. C'est un appel. C'est un espèce de cri, ça. C'est pas une directive qu'il a émis jamais. Il a jamais donné... Faites ça. Il disait ce dont il avait besoin, lui. C'est important parce que, par exemple, quand on lit le refus global, on ne peut pas lire ça d'un ton autoritaire du tout. C'est un appel à quelque chose de plus vivable, de plus agréable à vivre, de vivable. Puis toi, est-ce que tu as assisté à tout ce moment-là? Oui, on était comme une espèce de témoin. Puis forcément, ça a changé toute notre vie. Parce qu'il y a avant, puis après, c'est vrai. Puis oui, avant, c'était... Tout allait... pour nous, c'était une famille normale. Mais après ça, ça a explosé comme...
parce que là, il a perdu son travail. Alors là, il y a la survie de la famille qui devient un problème. Ça n'était pas. Alors ça change beaucoup de choses. Des choses concrètes dans une famille qui fait que les parents deviennent différents aussi. Ils étaient comment avant, puis ils sont devenus comment après? Mais avant, c'était des parents. Puis après, ben, ils étaient redevenus les enfants dans quelque chose de trop grand. Puis qu'est-ce que ça a eu, ça, tout ça, comme conséquence pour toi? Comment t'as grandi là-dedans, toi? Finalement, Gabi est partie avec les enfants. Alors, en plus d'avoir quitté notre père, puis notre maison, puis notre village, on s'est retrouvés complètement, là. Puis complètement déracinés, là. Puis ton père, comment il réagissait? On ne sait pas. On l'a revu. Moi, je l'ai revu une fois, 2 fois. Une fois, à peu près 2 ans après la séparation, là, il nous a fait venir. Et puis après ça, je l'ai vu au moment juste avant qu'il quitte pour la France. On est allé le voir à New York. Puis il nous en a jamais parlé, sauf que j'ai vu sa peinture s'éclairer. Alors ça l'a aidé. C'est peut-être un dépaysement ou je sais pas. En tout cas, à New York, ça a commencé à s'éclairer. En tout cas, il y avait ça qui était bon. Pourquoi tu penses que ça s'éclairait? Il venait de vivre une rupture? Oui, mais en même temps, il s'est retrouvé plus libre. Les signataires avaient en commun le goût du risque. Mon père, qui ne l'a pas perdu, a décidé de finir ses jours en France. À 73 ans, il part encore une fois en laissant tout derrière lui. Pour son ami, le poète et signataire Claude Gauvreau, mon père était le plus tumultueux des automatistes. J'ai vécu loin de lui avec ses sœurs, mais à chacun de mes anniversaires, il m'envoyait un bouquet du bout du monde. On espérait beaucoup. C'est pourquoi on a tant risqué, m'a-t-il confié un jour. Vous aviez 20 ans. Est-ce que vous étiez vraiment conscient de la portée de votre geste à ce moment-là? Ben oui. On vivait quand même dans cette société-là. Vous étiez courageux? C'est pas tellement du courage qu'un besoin de le faire. Quand on a 20 ans, là, on a tous les courages. Parce que vous considériez comme des révolutionnaires ou comme des révoltés? On pensait même pas comme ça. On se pensait même pas comme révolutionnaire, comme révolté. On essayait de mieux respirer, simplement. C'est un peu comme si tu étais dans un trou, puis un type te poussait, puis t'enfonçait de plus en plus. C'est un besoin de respirer qu'on avait. C'était pas lié à un mouvement politique très, très dessiné, très écrit. C'est un peu une chose assez anarchiste qu'on faisait. Il n'était pas lié à un parti politique. C'était fait contre une structure sociale très fermée. Des beaux pinceaux neufs. Bordua, c'était un peu un guide spirituel, papa, si on veut? Plutôt qu'un guide, je dirais plutôt un père spirituel. Plutôt qu'un guide. Un père spirituel? Oui. Il y avait beaucoup de membres du groupe qui n'avaient pas eu de père, d'ailleurs, hein? Oui, mais le père physique et le père spirituel, c'est pas la même chose. Hein. C'est quoi la différence? Bien, le père physique, c'est lui qui supporte financièrement une famille, un truc comme ça, qui souvent peut apporter aussi peut-être un bien-être spirituel. Mais le père spirituel, c'est lui qui nous met au monde spirituellement. Mettre au monde quelqu'un physiquement et spirituellement, c'est deux choses complètement différentes. Il n'y avait jamais un côté physique avec, par exemple, sur le plan de c'était spirituel.
Bordua t'a mis au monde spirituellement? Oui. Sans lui, je ne serais pas là. Liopel ne l'a jamais dit, mais moi je le dis. Bordua, le père spirituel de mon père, avait 20 ans de plus que les signataires. Ce penseur visionnaire était donc mon grand-père spirituel. J'étais parmi les premiers enfants du Québec moderne, des familles éclatées, reconstituées. Quel a été l'héritage des autres? Des enfants Riopel qui ont vécu sur 2 continents, entre 2 parents signataires. Il y avait forcément un manque quelque part, enfin, si je l'analyse maintenant, du fait que enfin, moi, avec mes enfants, enfin, j'en ai eu 4 quand même, ça prouve bien quelque chose. J'en voulais absolument et j'arrivais en plus pas à les avoir. Enfin, finalement, bon, pour moi, c'est le principal et c'est, enfin, j'ai toujours peur de les laisser. J'ai toujours peur. Donc, il doit y avoir un retentissement forcément, quoi, je pense. Les petites, il y avait un manque, mais je n'aurais pas pu le quantifier comme toi, tu pouvais le faire. C'était pas. Et de toute façon, j'avais quand même un entourage affectif important du côté de la famille de ma mère, donc peut-être que ça comblait beaucoup de choses. Remarque, moi j'avais mes tantes aussi. Et puis, est-ce que ça t'a laissé d'autres séquelles? Oui, ben c'est sûr. Une espèce d'angoisse permanente d'être laissée, quoi. Mais... pour ça que j'ai du mal aussi par rapport à mes enfants, c'est certain. Finalement, bon, bah, on est toujours, comme je disais tout à l'heure, entre 2 continents et nulle part. Et ça me reste toujours. Je suis toujours nulle part, je suis de nulle part. Et bon, je suis d'ici parce que mes enfants et mon mari sont d'ici, mais autrement, non. Donc ça laisse toujours un problème. Parce que quand tu te déplaces, t'as pas de racines, quoi. C'est très difficile à vivre. Enfin, moi, j'ai toujours dit que j'étais contente qu'ils divorcent, mais en fait, bon, est-ce que je l'étais vraiment? Ça, c'est beaucoup moins sûr. Mais fallait de toute façon que ça se termine. Donc, mais, bon, c'est ce qu'ils ont vécu chacun séparément après qui nous a, enfin, ma sœur et moi, construite comme on est maintenant aussi. Enfin, il n'y a pas que ça, bien sûr. Il y a ce qu'on a vécu, nous, à partir de 18 ou 20 ans toute seule, mais... c'est quand même cette période-là qui fait que chacun de leur côté, ils ont vécu de façon difficile pour nous et finalement, je crois que c'est ce qui fait notre instabilité actuelle, en partie, sûrement. Et quand tu dis construite comme on est maintenant, qu'est-ce que tu veux dire par construite comme on est maintenant? Ou détruite, ça dépend comment tu le prends. Ça, on peut être construite certains jours et d'autres jours complètement détruite, mais faite comme on est maintenant, quoi. En fait, c'est ça. La sœur de Sylvie, Iseult Riopel, vit présentement au Québec où elle travaille à rassembler l'œuvre de son père. Comment on vit quand on est la fille de 2 géants pareils? Très mal. Lui, très mal. Qu'est-ce qui est particulièrement difficile là-dedans? Parce qu'on a toujours une étiquette qui vous suit, et particulièrement quand on travaille justement sur l'œuvre d'au moins d'un des deux, des 2 artistes. Donc je pense qu'il faut arriver à prendre de la distance, ce qui est très difficile. Ça m'a pris des années et je pense que je recherche encore la distance. Est-ce que tu as eu le sentiment que parfois la réalisation de nos parents passait un peu avant nous? Oui, absolument. Mais vu le livre que je viens de lire sur le génie et la folie, apparemment tous les grands créateurs n'avaient pas vraiment de vie familiale où ça se révèle être vraiment un trait des grands créateurs qui, à travers le temps, qui n'ont favorisé que leur vie professionnelle, enfin leur création. Et ça, c'est prouvé quand on reprend toutes les biographies de personnages qui ont une importance dans la création, c'est ce qui ressort. Puis, est-ce que tu en as souffert, toi, spécialement? J'imagine. On se rend compte après, je pense.
Parce que maintenant, on commence à avoir une maturité où on a eu assez d'échecs pour pouvoir faire la synthèse de tout ça, ce qu'on n'aurait pas pu faire plus jeune. Mais maintenant, c'est sûr que ça devient quelque chose qu'on a pensé peut-être avoir digéré et puis qu'il faut redigérer une deuxième fois. Si tu avais à résumer en 2 phrases, le meilleur que ça t'a apporté et le pire? Ben, le meilleur, c'est d'avoir connu des gens extraordinaires, j'imagine. Puis des créateurs, oui, en effet. Et le pire, bien, je veux pas penser au pire. C'est pas bon. Tu veux pas penser au pire? Non, c'est mieux de pas penser au pire. Parce que quand on pense au pire, on pense à ce qui nous fait mal aussi. Oui. Jean-Paul Riopelle est peut-être le plus connu des signataires, celui dont les tableaux sont les plus cotés. Pressentant le côté incendiaire du manifeste, il avait recouvert d'allumettes la première page de l'original. Que lui reste-t-il de cette époque? Parlez-moi un petit peu de Bordua. Il y a longtemps, ça. Il y a beaucoup de signataires qui le considéraient comme leur père, pas vous? Non. Non. Pourquoi vous vouliez qu'il y ait un manifeste, vous? Pour dire le contraire de ce que les autres disaient. Vous avez fait l'école polytechnique aussi. Ouais. Vous auriez pu ne pas être peintre, alors? C'est ce que j'ai dit. C'est ce que vous auriez dû? Qu'est-ce que tu veux faire d'un peintre? Vous êtes déçu de votre vie? Hein? Vous êtes déçu? Oh non. Je trouve que c'est trop rapide. C'est trop rapide? Qu'est-ce qui a été trop rapide? Parce que on espère toujours faire quelque chose qui a une valeur. Il n'y a rien qui a une valeur dans le monde. Vous avez quand même transmis des choses importantes à votre descendance. C'est bon. Le goût de la création. Si ça existe. Vous doutez de ça aussi? Vous doutez que ça existe, la création? Je comprends. Moi, ce que j'aime, c'est les oiseaux moches. Vous aimez les oiseaux moches? On n'est jamais content d'où on est. Vous avez perdu le plaisir de vivre? Oh oui, il y a longtemps. Pourquoi? Je sais pas. Ça me fait de la peine. Qu'est-ce que vous pensez de la solitude? C'est tout ce que j'aime, en fait. Pour ça que je veux toujours être ailleurs. Les jours comme aujourd'hui sont agréables. J'ai soif. Pourquoi on boit? Pour se noyer.
Riopelle et quelques signataires ont tout risqué au nom d'un grand idéal de spontanéité, de poésie et d'amour. On a étouffé leurs cris. Muriel Guilbeault puis Claude Gauvreau, tous deux signataires, se sont suicidés. D'autres ont dû s'exiler. Bordua écrivait qu'une catastrophe valait encore mieux qu'une fausse réussite. Moi, je refuse de dire que si on ne réussit pas, c'est de la faute des parents. Ça, j'ai jamais accepté ça. Puis ce qu'il y a d'intéressant dans une vie, c'est de le faire. De faire sa vie à soi. Oui. Parce que, autrement, quel plaisir qu'on a à vivre si on ne fait rien avec. Puis ça fait partie des choses intéressantes à faire. Faire sa vie malgré. Malgré ou peut-être grâce à aussi. Oui. Parce que, comme je te disais, en période de guerre, on est forcé d'être... Les caractères se révèlent. Quand tu vis dans le coton, ça fait d'autres choses, d'autres genres de personnes. Mais peut-être c'est intéressant, mais je n'en connais pas beaucoup. En tout cas, tu vois, qu'est-ce que je veux dire, hein? C'est ça. Ça nous force à prendre notre vie, à la faire, finalement. Mais c'est pas toujours facile. C'est pas facile, mais finalement, je pense qu'on gagne au change. Puis tu disais aussi que toi, tu avais survécu aussi en parlant avec les tableaux de ton père. Ah oui, en parlant, oui, parce qu'il est parti trop vite, puis comme j'ai pas pu le voir après, j'ai commencé à... Surtout quand les peintures sont arrivées. J'ai eu tellement un gros choc quand j'ai vu les noirs et blancs, parce que quand on était petit, on suivait l'évolution avec lui. On grandissait avec son évolution à lui. Puis après, quand il est mort, ces tableaux sont revenus. Là, j'ai vraiment eu un choc, puis je me suis demandé qu'est-ce qu'il lui avait fait. Alors, j'ai commencé à regarder. Puis en plus, il était sur nos murs maintenant, là. Je pouvais rattraper le trou entre les deux, entre mon enfance, puis là, maintenant qu'il n'était plus là, il me revenait d'une certaine façon. Puis ça, je savais qu'il n'y a personne qui pourrait m'enlever ça. Ça, c'était à moi à faire ça. Il y a eu toutes sortes de périodes. Les tableaux m'ont dit toutes sortes de choses. Puis en même temps, ce que j'aimais, c'est qu'ils se parlaient entre eux. Il y avait le polémique du début, il y avait le polémique du milieu, il y avait le polémique de la fin, puis tout ça, ça se parlait. Puis moi, j'étais au milieu, puis ça me passait à travers, là, tu sais, ça. Mais qu'est-ce que ça disait, grosso modo? Qu'est-ce qu'ils disaient, grosso modo, les tableaux? C'est parce qu'ils m'ont dit beaucoup de choses différentes au fur et à mesure que j'ai grandi, comme les noirs et blancs. Au début, je les trouvais insupportables. Et puis au fur et à mesure que j'ai grandi, j'ai vieilli, je les ai vus comme une tentative suprême de réconcilier ce qui n'est pas réconciliable. Alors c'est une espèce de... Puis réussi, en fait, finalement. Ils ont autant d'importance, le blanc et le noir, mais ils se détruisent pas et ils chantent ensemble. Ça. De réconcilier ce qui n'est pas réconciliable. Ouais. De prendre les extrêmes et puis les faire chanter. Mon frère n'a pas encore trouvé cet équilibre. Comme Janine, la fille aînée de Bordua, internée depuis les années 60, il vacille entre le ciel et l'enfer. Ils sont tous deux prisonniers du Québec mystique que nos parents ont voulu fuir. C'est pour défendre le bon Dieu que que Saint-Michel a terrassé Satan. C'est pour défendre la création. C'est l'histoire du début, du tout début de la création, Saint-Michel. Ça, tu as dû apprendre ça à l'école. Moi, c'est par cette histoire-là que je me sens situé. Dans mon époque, par l'histoire de la première lutte qu'il y a eu dans le ciel. Entre Saint-Michel puis le démon, Satan. Mais si tu étais situé par ton histoire familiale, là, oui. Est-ce que tu aurais besoin de te situer, tu penses, religieusement? Ben, je le serais automatiquement. J'aurais pas besoin de toujours faire des efforts pour essayer de comprendre qui je suis,
comprendre qui on est, la famille, comprendre. Il y en a des choses à comprendre quand on est seul, puis on n'a pas beaucoup d'expérience. Je sais pas comment dire, on dirait qu'il est sale un peu. Qui est sale? Il y a besoin de nettoyer. Je vois pas comme ça un ange. Pour moi, ça représente pas un ange comme quand je le vois. C'en est un quand je le vois, mais je vois ça plus élevé que ça, un ange. Je vois ça comme les statues de plâtre là-bas avec un enfant. Là. Au fond, là? Oui. Comme un ange gardien. Avec des ailes, resplendissant de blancheur, immaculé. Mais qu'est-ce qu'il ferait pour toi? Il serait comme mon ange gardien, il me protégerait. Comme la nuit avant de m'endormir, je récite toujours une prière. Bonsoir mon bon ange, à vous je me recommande. J'ai gardé ça de quand j'étais petit. À vous je me recommande, gardez-moi s'il vous plaît. Je le vois comme un ange gardien. S'il vous plaît, cette nuit sans périr, sans danger, sans mort subite. Justement, à l'âge de 17 ans, quand j'ai été malade à l'hôpital, j'avais pris de la drogue, hein, tu savais? Oui, tu l'avais déjà dit. J'hallucinais que j'étais en enfer. J'avais peur, en tout cas, puis je pleurais tout le temps. Ça, c'était pas le début de la schizophrénie, tu penses? Peut-être que c'était un début de schizophrénie. C'est là qu'on s'est retrouvés? Oui. Puis il pensait qu'en connaissant ma vraie famille, que ça me ferait du bien. OK. J'avais une drôle d'impression, tout d'un coup, comme si on allait me visiter. Puis j'ai senti quelqu'un passer que je connaissais pas, mais ça a été comme un miracle. Je me disais, cette personne-là m'est destinée. Puis je trouvais tellement qu'on se ressemblait, tu t'es retourné, puis j'ai cru voir un ange. En tout cas, c'était tellement bon à voir. Puis là, j'ai ouvert les bras, puis j'ai senti que t'étais ma sœur, j'étais ton frère. Quand tu les entends, là, tes voix, t'entends-tu des voix d'ange aussi? Non. T'entends pas des voix d'ange? On dit des voix, mais c'est pas vraiment des voix, ce sont des ondes. Des ondes? Oui, mais ce sont les mêmes ondes qu'ont les saints. Tu sais, les saints, quand ils entendent une voix, là. OK. Les ermites, là? Oui. Ben, les ermites ou les saints, là, qui sont au ciel. Comme Sainte Jeanne d'Arc a entendu des voix, là. Mais c'était des ondes. Ça se manifeste comme une onde. Si on y va plus profondément, ben, ça peut devenir une voix. Si on hallucine l'onde, là, ça peut devenir une voix, ça peut être audible à l'ouïe. Comment t'expliques ça, toi? Ça serait difficile à dire comment j'expliquerais ça. Mon psychiatre, il doit bien se demander comment. C'est compliqué, hein? De plus en plus, je me rendais compte que c'est de ma mère dont j'aurais voulu entendre mon histoire. Je lui avais peu parlé au cours de ma vie. Rejointe au téléphone, elle avait refusé de me recevoir, mais elle m'avait avoué, paniquée, « On est allé trop loin, trop vite. » Ces mots allaient bientôt prendre tout leur sens. J'étais sur le point de faire une découverte capitale. La correspondance de mes parents avec Bordua entre les années 49 et 52. De la main même de mes parents m'étaient comptés les événements menant à notre abandon. Pendant un moment, j'ai oublié de respirer. Cher Bordua, je regrette de n'avoir pu accéder à votre désir l'autre soir. Mais je touche à une expérience actuellement qui s'offre à moi pour la première fois. J'ai le sentiment qu'elle m'apportera quelque chose de définitif. Je pense qu'il n'y a rien à travers quoi on ne puisse passer. Et cette certitude vis-à-vis de moi-même m'ouvre toutes les possibilités. Je ne sens la nécessité d'aucune morale, ni d'aucun principe, ni de dogme, ni de religion. Je n'ai aucun goût ni disposition pour moraliser. Suzanne.
C'est l'écriture de mon père. Cette brusque dissociation du noyau qui nous unissait m'a beaucoup touchée. Je suis comme un navire sans quille. Je cherche un pays où il fait bon vivre et la petite famille qu'il faut faire vivre. Il me semble qu'il y a trop de choses qui nous étouffent. Un jour, je rencontre Marcel sur Avenue du Parc. Puis il me dit, je te présente Suzanne. Et puis il me dit, je me marie. Vous n'en souvenez pas comment elle était, Non, la mère? pas du tout. C'est-à-dire, je me souviens de qu'elle écrivait. Mais je peux pas. Je n'ai pas vu, je ne l'ai pas vue assez longtemps. Je l'ai peut-être vue 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mais c'était peu. Parce qu'elle était joyeuse. Oui, oui, puis on le voit sur les photos. Genre, c'était peut-être, je ne sais pas si elle l'était vraiment, mais elle semblait intéressée aux enfants aussi. Parce qu'elle était sur le point de se séparer, ouais. Puis de nous laisser, en fait. Ouais, mais moi, je savais pas ça dans ce temps-là. J'ai pas su ça. Hein. Vous avez pas su ça? Non, ben j'ai su ça après, quand ça a été fait, qu'elle était partie. Mais à ce moment-là, j'étais pas au courant qu'il y avait des problèmes. Il y avait eu une tentative de ferme collective avant Saint-Mathias, à Saint-Jean-Baptiste, là. Et puis ça aussi, ça reste assez vague. Puis mon père, lui, était comment? Parce que Bordua le décrivait comme le difficile, le compliqué. Il était triste. Je l'ai toujours connu comme un bonhomme triste puis renfermé. Regarde un peu plus, plus haut, là. Ça est dans l'album, ça aussi, dans la biographie. D'abord, elle était très belle, et puis c'était quelqu'un de très intelligent et qui avait beaucoup de talent, hein, qui écrivait, qui avait beaucoup de talent. Je vais garder ses textes, je ne sais plus où c'est, là, dans mes caisses, il y en a énormément. Et elle écrivait des petits blocs-notes, et puis c'était toujours très brillant. Et moi, je l'aimais beaucoup, Et c'est pour ça que, comme la plupart des gens du groupe étaient pauvres, c'est la pauvreté qui a divisé tout ce monde-là. Hein? C'était pas le... C'est très joli de vivre d'amour et d'eau froide, mais l'eau froide est moins agréable que le reste. Hein? Alors, ça finit par faire des dégâts, évidemment. Ouais. Pourtant, dans ses lettres, le ton, quand elle parle de la rupture, est très, très léger. Oui, oui. On a l'impression qu'elle prend ça légèrement. Oui, parce que je crois qu'elle a eu une histoire d'amour. Hein? Oui. Et c'est une histoire d'amour, bien, ça fait avaler bien des drames. Hein? Ouais. Même si l'histoire d'amour est temporaire. Ouais. Et comme elle était très belle femme, mais pourquoi n'aurait-elle pas eu une histoire d'amour? Hein? Vous vous souvenez, quand je suis venue la première fois, oui. Vous m'avez dit, elle m'a volé un amant. Puis en lisant la correspondance, c'est vrai. Je me suis dit, c'est Bordua. Non, c'est Peter Byrne. Ah! Je crois qu'il s'appelait comme ça, je ne sais plus. Okay. En tous les cas, c'était un Anglais de Londres. Et en tous les cas, qui était très charmant, très civilisé. Non, ça n'a rien à voir avec Bordua. Non, pas du tout. Et moi, de toute façon, je n'ai jamais été la maîtresse de Bordua. Ça, il faut s'enlever ça de la tête. Hein. Mais c'était pas ça, non. C'était cet Anglo-là, et qui était très, très sympathique et très bel homme, en plus. Hein. C'est pour ça qu'elle est allée vivre à Londres après, alors? Probablement. Parce qu'elle est allée vivre à Londres? C'est ça, oui. Je suis sûre que ta mère est là quelque part, mais... Il y a des belles photos. Je suis vraiment chanceuse à ce niveau-là. J'avais vécu avec Catherine Mousseau dans une commune avant que mes parents ne partent. J'ai des photos. Mais c'est ça, c'est comme René Bordua, vous avez des racines. C'est ça qui manque, c'est les racines. Oui. Oui, je comprends ce que tu faisais. Moi, je me suis faite mes familles. J'étais pendant des années allée à Noël chez un bon copain qui nous ont adoptés parce que moi, j'avais pas de famille. La famille chez nous, ça n'existe pas du tout. On a été rejetés par la famille Mousseau quand j'étais toute jeune. J'avais à peu près 14 ans. Ils nous ont mis dehors. Et puis, après ça, moi et ma mère a eu d'autres enfants dont le père, il voulait rien savoir. Moi, j'étais obligée de sortir de la vie de ma mère à 10 ans parce que j'étais une Mousseau. Il a sorti tout ce qu'il y avait de Mousseau et il voulait même lui changer son nom de comédienne. Puis il a sorti toutes les œuvres, puis il a sorti moi qui avait 10 ans. Et puis après ça, ben, ma mère a eu des enfants, mais j'ai jamais été comme là.
c'est pas elle non plus. Je sais pas qui c'est, mais je pense pas que ce soit elle. Je saurais pas t'aider. Bon, là, je suis pas tombée dans une bonne voie. Bien souvent avec les enfants de signataires, c'est qu'avec des géants pareils comme parents, la difficulté d'exister. Puis tu m'avais dit ça quand on s'était rencontrés aussi. C'est-à-dire que je peux pas dire que ça venait de mes parents. Ça venait plutôt de l'entourage de mes parents. Mon père me disait « Deviens quelqu'un, sois intelligente, sois autonome. Je t'ordonne d'être intelligente. » Il pouvait dire des énormités comme ça. Mais c'était par passion, c'était par désir pour moi. C'était pas du tout en comparaison avec lui ou en compétition avec lui. Donc, à ce moment-là, je trouve que j'ai été privilégiée, je considère. Ouais. Bon, Muriel Guilbeault, ta tante, s'est suicidée. Ouais. Ta mère était suicidaire, puis elle buvait beaucoup, tu le caches pas. Le frère aussi, Gilbert, s'est suicidé. Le frère de Muriel et de Dine. Ton père, bon, tu m'as raconté, il pouvait être spécialement violent, même physiquement. Où t'as trouvé la force de passer à travers tout ça, puis d'en sortir comme t'es maintenant? Ben, comme je vous dis, jeune enfant, j'étais une bienheureuse. J'étais comme pas... Il se battait, ça se roulait par terre et tout, puis c'était comme si ça m'atteignait pas. Moi, j'avais beaucoup de plaisir dans la vie. J'étais... Donc, je sais pas pourquoi j'ai réagi comme ça. J'ai été pensionnaire longtemps, j'ai vécu dans des familles. De 10 à 13 ans, j'ai vécu ni avec mon père, ni avec ma mère. Puis, bon, à un moment donné, il y a une famille qui voulait m'adopter. J'ai pas voulu. J'ai changé de place. Et ça, j'étais correcte là-dedans. Pourquoi? Je ne sais pas. Je pense que quelque part, j'ai été profondément aimée aussi à travers tout ça. Ça veut pas dire que j'ai pas des blessures. Mousseau, il m'excommuniait pas. Il me jetait dehors à toutes les semaines. C'est bien sûr qu'à un moment donné, bon... Peut-être que c'est cette silhouette-là, ça se pourrait. On va dire que c'est ma mère. On va dire qu'elle regarde dans la fenêtre et puis que je suis en train de jouer dehors. Ça se peut. Je ne sais pas. Cher Bordua, je me suis découvert quelques cheveux blancs et des désirs fous. Attendons un peu, me dis-je. La sagesse reviendra peut-être demain. Qu'allez-vous penser de cette lettre et de moi, Suzanne? Cher Bordua, je ne peux pas facilement vous rendre visite à cause des enfants qu'il me faut garder. Je vous écris un mot afin de vous mettre au courant des derniers événements en marge de ma vie et de celle de Marcel. Comme nous venons de louer la maison pour 2 mois, nous continuerons de l'habiter. Tout est pourtant fini entre nous, et on est tous les deux très contents de ce qui nous arrive. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes laissés finalement? Bien, c'est pas moi qui l'ai laissée, c'est elle qui est partie. Mais quand elle est partie, elle m'a dit qu'elle le faisait pour mon bien, que je pourrais peindre maintenant. Elle a l'impression que ça serait pour mon bien. C'est ça qu'elle a dit. Mais elle était plus heureuse? Vous étiez plus heureux ensemble? Je pense qu'elle n'était pas tellement faite pour élever une famille. Je veux dire, c'était pas la... Elle voulait se réaliser en dehors, je pense, se réaliser. Mais c'était difficile pour elle. Mais ton garçon, il t'a pas manqué, ton garçon? Ouais, ça... Ben, je veux dire, au début, oui. Au début, oui. Mais ensuite, on s'habitue. Au début, oui. Comme toute forme de... On est près de l'enfant à condition qu'on puisse avoir des rapports avec lui, le voir peut-être assez souvent, ou des trucs comme ça. Pour lui, t'es toujours son père. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Si je suis toujours son père, il m'écrit. J'ai envoyé quelques lettres, des cadeaux, il ne m'a jamais répondu. Il n'écrit à personne. Papa, il est schizophrène, il a passé sa vie internée, il ne peut pas travailler, il ben écrit oui, à personne. J'ai déjà été malade, j'ai déjà été interné pendant plusieurs années, moi aussi. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse?
Et François, tu parles de François, il a quand même 40 ans, François, plus que 40 ans, c'est un homme maintenant. Alors ça va sécher, là. Je vais être prêt à donner une deuxième couche. Une fois que la première couche est donnée, on peut attendre. Je veux dire, j'ai pas d'autre chose à faire pour le moment. Quand tu venais de temps en temps, moi, je me souviens que tu aurais voulu que je reste à Montréal à côté de toi. Il y a une responsabilité aussi d'un artiste, c'est de faire épanouir les dons qu'il a reçus. On voit ça même dans l'Évangile, c'est écrit ça. Tu vois, le père même qui dit à son fils de s'en aller à l'étranger pour faire épanouir ses talents, puis qu'il reviendra au bout de 7 ans. C'est que si on a des dons, il faut les faire s'épanouir. Au risque de souffrir puis d'être complètement seul. Il y a un aspect que tu vois pas, là, tu ramènes tout à tes problèmes, à toi d'enfant, que son père là. Mais si on vit de cette façon-là, parce que moi, j'ai souffert longtemps que Suzanne soit partie, mais il faut aller au-delà de ça. Dans la vie, il faut aller au-delà de ça. Mais moi, ça me fait surtout de la peine pour François, dont la vie est gâchée, tu sais. Et tu voudrais que moi, je gâche ma vie pour lui? J'aurais aimé ça qu'on en prenne assez soin pour que sa vie soit pas gâchée. Ben oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là pour ça? Ben, je pense qu'on peut faire ce qu'on attend qu'un père et une mère fassent pour un petit enfant. Tu reviens toujours au père classique, là. Moi, je ne vois pas ça de cette façon-là. Sous cette froideur apparente, mon père cache une immense blessure dont il ne parlera jamais. Mon frère a découvert son identité à 17 ans dans un coffre de la maison où il a été adopté en Abitibi. Ni lui ni moi n'avions plus revu notre mère depuis son départ. J'ai réussi à trouver Suzanne Meloche, rue... il y avait plusieurs S Meloche, mais j'ai fait plusieurs appels, puis j'ai demandé à parler à Suzanne Meloche. Puis là, c'est là qu'elle m'a répondu oui. C'est François, en tout cas, c'était bien moi. Mais je regrettais qu'il n'y avait pas plus de communication. Je me demandais qu'est-ce que ça voulait dire d'avoir une mère. Je me demandais quelle signification ça pouvait avoir dans mon existence. J'étais jeune encore, je devais avoir 18, 19 ans. Peut-être 20 ans. Quand tout était passé, là, pour moi, mon enfance, puis tout ça. Pourquoi tu as cessé de la voir? Je suis passé à Québec, je pense, où elle est déménagée, je pense. Je sais pas exactement pourquoi. Je pense qu'elle est déménagée. J'ai pas su son adresse. J'ai laissé faire. C'est François Margagnon qui avait ça. C'est Mme Bordua qui avait donné. Ah. J'ai découvert ça au cours de ma recherche. Tu vois, regarde. Les aurores fulminantes. Suzanne Barbeau. Me découvrirais-je enfin dans la clameur de ma pensée? Ça me retrouve, ça me fait penser à moi. Ouais. Me découvrirais-je enfin dans la clameur de ma pensée? Parce que moi, ma pensée, pour moi, c'est des ondes. Puis les ondes, c'est des clameurs qu'on entend là, quand on est allongé, là. Puis on écoute le mur, on écoute le temps, le silence. Puis du mur, on entend des clameurs. Au désir fruit comme une blessure, j'attends la longueur de ton sang chaud pour ma délivrance. Une toute petite heure de détresse claire dans la vitre du matin, comme un écho qu'on rattrape.
J'attends dans le brouhaha muet le son de barbarie déchirant. Et je tremble comme une pluie peureuse, pleine de naïve espérance au bord de l'accomplissement. Ce poème, où ma mère tremble au bord de l'accomplissement, annonçait la nouvelle découverte que le hasard allait mettre sur mon chemin. Ça, ce petit tableau-là, il est génial, je trouve. Il est tellement joli. C'est vrai qu'il est drôlement joli. Hein? Oui. Oh oui. Puis il y a celui-là qui fait très bizarre. Ah oui. C'est celui-là hein, que ta mère a fait? Ouais. Le rouge. C'est 62, je suis étonnée. Ça me fait plaisir qu'elle soit là en même temps parce qu'il n'y a personne du groupe, tout le monde s'informe d'elle, puis personne ne sait où elle est. Je l'approche. J'approche. Je brûle. Il est où, là, ton frère, exactement? À la frontière entre Haïti et la République. Où est-ce qu'elle est, la frontière? Mais là, on est sûr qu'il est à Manzanillo, par exemple. Ben, il me semble que oui. Moi, c'est l'adresse. C'est l'adresse de son épicerie. Parce que quand il vient me téléphoner, il appelle son épicerie. Alors, où on le trouve? En faisant la côte puis en marchant jusqu'à Manzanillo. Ou alors, on s'installe à l'épicerie puis on attend qu'il vienne me téléphoner. Moi, Paulo, il va pouvoir nous dire des choses aussi essentielles sur lui. Hein? Un fils qui part de son père. Ça va être différent, ça va être différent, parce que ça a été plus compliqué pour lui, je pense. Plus difficile encore que pour les filles. Je pense que oui. Pour un garçon, c'est toujours plus difficile. Surtout qu'il l'a perdu trop vite. Je ne sais pas. Moi, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va dire. Parce qu'avec moi, il n'a jamais vraiment parlé. Je l'ai vu il y a 5 ans, mais pour 5 jours. Puis avant, ça faisait 13 ans que je l'avais pas vu. Ouais. Et moi j'ai beaucoup changé depuis ce temps-là. Puis lui aussi, là, c'est difficile de dire. Ça veut dire qu'en 18 ans, là, tu l'auras vu 2 fois? Ouais. Il y a ma bordouasse. Seul sur son bateau, Paul Bordua avait fui le Richelieu et son enfance pour accoster 15 ans plus tard en République dominicaine. En m'approchant du fils Bordua, j'avais un peu l'impression de m'approcher de Bordua lui-même. L'impression que je trouverais avec lui la réponse ultime à ma quête. J'avais promis à René de ne pas assister aux retrouvailles. Quand je suis parti du Québec, là, je suis parti pour voir comment je m'organisais dans la vie, sans plus personne. C'est-à-dire que j'avais tout ce qu'il fallait pour réparer tout. J'avais tout ce qu'il fallait pour régler tous mes problèmes. Et en même temps que je vivais tout seul. Mais dans des fonds de baie, à pêcher, à vivre sur l'eau, au bord de l'eau, en même temps qu'être à faire déposer tout ça, là, tout le temps marre là-dedans. Quand papa est parti, on est abouti à Saint-Hyacinthe. Là, ça a été un choc, parce que je venais de perdre et papa, et Saint-Hilaire, et la rivière. Là, j'étais tout seul. Là, j'étais en guerre. Mais j'étais en guerre violente. Ils m'ont sorti des écoles, ils m'ont sorti pour j'étais prêt à me battre contre l'univers entier. Je savais que j'avais raison. Mais en même temps, j'étais tout seul dans cette histoire-là.
Bon, plus vieux, j'ai essayé de rentrer en contact avec lui. Bon, c'est à 20 ans, j'ai écrit une lettre. J'avais fait une petite sculpture, c'était une flamme en bois, mais translucide. OK, c'était tout petit. J'avais essayé d'écrire, puis ça aboutissait aux poubelles. Puis quand il l'a reçu, ben 5 heures après, il était parti. C'était pas pour rien que j'y avais envoyé la sculpture. Parce que j'avais plus 40 ans avant qu'il le sache. Mais en même temps, j'ai toujours pensé qu'il le savait. Il savait quoi? C'était correct. C'était correct pour toi? Pour tout le monde. Ah. C'est pas facile, mais c'est correct. Donc, je me suis jamais senti coupable de la mort de papa. Mais en même temps que mon effort a abouti par une porte, ça, j'avais trouvé ça dur quand je l'avais vu dans le cercueil. C'était là que j'avais trouvé ça. C'était absurde. C'était fini. Puis en même temps que ça n'a jamais été fini. Par la Renée, par la... Papa a été un des maillons d'une évolution, c'est plus d'un cheminement au niveau de la conscience. Mais c'est vieux de millions d'années, ça continue. Il y avait bien de la violence dans tout ça, mais il y avait bien de la violence à se débarrasser des vieux mythes. Et c'était pas facile d'en inventer des nouveaux. C'était pas bon. Ce qui fait que si tu perds tes normes, de toute façon, dans ces histoires-là, il y en a qui payent. Et il y en a qui payent dur. Fait que c'est plus au niveau des culpabilités, là, mais en même temps, ça se paye avec le sang ou avec l'âme. Lui, c'est Yo. Yo? Fido Tido Yo. Lui, c'est Prodige. Comment? Prodige. Picpoul de Pinet, c'est l'ourson. Picpoul de Pinet? Oui. C'est un noble? Oui. Puis, Poussette. J'en ai d'autres ici. Lui, c'est Tibré. Mm-hmm. Lui, il est usé un peu. Il a beaucoup servi. Mm-hmm. Lui, c'est Fanfan Dédé. Bergamote, Breakfast. D'où ils viennent, Bergamote et Breakfast? De la pharmacie. Avec ça, ça va assez bien, en tout cas. Mm-hmm. Ça fait des compagnons. Mm-hmm. Encore là. Ils peuvent pas parler, mais c'est comme s'ils avaient une communication à eux, tu sais. Mm-hmm. Je pense que chaque être humain porte ça en soi, le refus global. Je comprends plus pourquoi, là, ça a été des risques, des sacrifices à faire, sacrifices de nos vies. C'est Barbara.
le chemin que tu as suivi il est drôlement long pour aboutir finalement, comme tu me disais hier, dans un village où personne n'a de père, donc à ta place. C'est... Mais... C'est ça la grande aventure. Parce qu'on ne sait pas comment le chercher, on ne sait pas où le chercher. Et c'est là où ça prend mauditement de l'expérience à s'écouter pour aller le trouver. Parce qu'il est tout le temps là, de toute façon. C'est ça que les hindous disent. Ton chemin, là, le cheminement de l'évolution, de ton évolution, mais tu étais là. C'est d'en prendre conscience et comment... C'est comme la maudite braise ardente. Ça prend une vie à apprendre à danser dessus. Qui ne te brûle pas, c'est ta vie. Mais Chris, quand tu regardes le feu, tu dis « Tabarnak, ça va, je vais en sortir ensemble. » Non, c'est là que tu danses. Quand j'ai perdu Saint-Hilaire, j'ai perdu une relation avec le monde, avec l'univers que je ne retrouvais pas nulle part, qu'il fallait que je réinvente. Mais c'était pas d'autres qui étaient pour me le donner, c'était moi qui étais pour l'inventer. J'avais apporté la correspondance de mes parents à Polo. C'est à Bordua, son père, qu'ils écrivaient, et je savais que ma mère avait été amoureuse de lui. Une question me brûlait les lèvres. Regarde celle-là, regarde, qu'est-ce que ça peut me donner comme choc, ça? Ça, c'est mon père. Montréal, 16 septembre 52. Mon cher Paul, je m'excuse sincèrement de mon absence samedi. Suzanne, c'est ma mère, avait décidé d'aller reconduire Manon à Mont-Roland. C'est la garderie où il est allé déjà reconduire mon frère la semaine d'avant. Et je n'y allais pas. Puis à la dernière minute, nous étions tous les trois dans l'autobus qui nous amenait vers Mont-Roland. Nous pensions être de retour à Montréal vers 2 heures. Nous sommes revenus sur le pouce. Nous avons eu beaucoup de... Nous avons eu beaucoup de difficultés. Nous étions en ville à 6 heures. Il y avait rendez-vous avec ton père, mais il n'a pas pu y aller parce qu'il était en train de nous abandonner à la garderie. Puis l'autobus, le retour sur le pouce, ça a été trop long. Nous sommes revenus sur le pouce, c'est ça. J'avais... Ben, oui, c'est sûr. J'avais le cœur serré de laisser Manon. Je l'aime beaucoup. Et depuis j'étais? Et puis j'étais si désorientée que je ne savais plus ce que je faisais. Comment tu peux expliquer ça, toi, de l'intérieur? Bordua, c'était le maître. Comment ça se fait qu'il les a pas un petit peu protégés contre eux-mêmes? La question, c'est pourquoi Bordua, le maître, 20 ans plus vieux, dans une aventure où tout est nouveau. Il n'y a plus... Les normes sont à réinventer pour tout le monde, autant pour lui que pour les autres. Pourquoi il ne les a pas protégés? Pourquoi papa, devant le danger, ne l'a pas protégé? J'avais 3 ans quand j'ai commencé. Il m'a enseigné à jouer avec des ciseaux à bois. Il était arrivé avec un ciseau à bois. Il dit, écoute, si tu le mets à l'envers, tu vas te tuer. Tu vas te la rentrer dans le ventre. Bon. Si tu le tiens à 2 mains, tu vas pouvoir travailler avec. Il dit, travaille toujours les 2 mains. Bon. Puis, il est arrivé avec une bouteille d'iode et des diachylons. OK? Puis quand c'était le temps de jouer avec l'iode et le diachylon, c'était mon problème, c'était plus le sien. Papa, qui a 20 ans de plus, qui est dans le même bateau, OK? Puis il y a des fois, il y a des tempêtes. Il est pogné dans la même calice de tempête. Il en sait plus long. S'il en savait pas, s'il en avait su plus long, il aurait été avec d'autres.
Il était tout le monde à l'inventer. C'est ça. M'en disant pas plus. Le maître. Moi, je suis encore très caliste du maître. C'était mon père, puis il était bien correct. Il a toujours été correct avec moi. Pourquoi? Il me dit, expérimente-les, va le voir. Puis viens pas me demander des réponses. Mes réponses, ils ne serviront à rien. Ce matin-là, j'ai laissé mon enfance s'envoler comme un cerf-volant. En jouant parfois leur vie et celle de ceux qu'ils aimaient, les signataires du refus global ont dynamité un avenir bouché. Ils nous ont légué la liberté, la fragilité et la force. J'aimerais mieux ouvrir. Hein? On va attendre de faire de la merde. Fait combien de fois que ce Christ de musée-là me refuse, hein? Après, je sais pas combien de carrières, moi, j'ai expérimenté toute ma vie à Montréal. Ce musée-là, c'est notre musée. La seule exposition qu'ils m'ont fait, c'est dans les années 60 avec Gladstone, c'est tout. Les peintres, nous, les peintres canadiens et les peintres québécois, on n'est quasiment pas exposés. J'en suis un qui ont continuellement ségrégationné. C'est pour ça qu'on s'en va de cette crise de pays de merde-là. L'art, c'est un peu comme un cri, un besoin. Chez moi, c'est ça. C'est un besoin d'écriture, un besoin comme les gens ont besoin de chanter, de danser. C'est un besoin d'expression qui écrit la vie. L'expression de joie, de tristesse. Et l'homme a eu besoin à tout temps de ça, de toutes les époques. Dans tes premiers temps, Bordua, tu disais « l'espoir est grand ». L'espoir est toujours aussi grand aujourd'hui? Il est différent. Il n'y a plus du tout d'illusion sur l'illusion de succès, de reconnaissance, mais plutôt une assurance, mais très grande, de la qualité que je fais et de la personnalité de ma propre écriture. Et je suis sûr que ce que je fais actuellement va s'imposer. Il en reste un tout petit bout de tape au bout du blanc à droite aussi.